Bonsoir et ravi de vous retrouver au Grand Oral. Chaim Corsia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le grand rabbin de France et à ce titre, votre parole est attendue sur de nombreux sujets. C'est pourquoi ce soir, c'est un Grand Oral exceptionnel, qu'il s'agisse des enjeux de société, de culture, de politique, du dialogue interreligieux, du lien avec Israël. Chaim Corsia, on a envie de vous entendre. Tout d'abord parce qu'on a pris l'habitude de vous entendre en tant qu'acteur public de la société française. D'ailleurs, je me souviens, après les massacres du 7 octobre en Israël, vous étiez sur tous les plateaux, toutes les radios, vous étiez invité pour commenter ces événements après le début de l'offensive militaire d'Israël. Est-ce que c'est parce qu'on se rappelait de votre passé militaire, qu'on sait que vous êtes un rabbin régalien? Non, parce que ça a été un bouleversement incroyable. D'abord, cette sorte d'attente, puisque c'est le samedi, et ni le samedi ni le lendemain, qui est encore jour de fête pour nous en France. On peut téléphoner, on peut aller sur des plateaux télé, donc il y a eu 2 jours sans parole, mais aussi sans information réelle. J'avais des informations par la bande, voilà, mais pas plus. Et quand j'ai le choc du dimanche soir, je vois. On découvre, et encore, on ne voit pas tout, on ne découvre pas tout. Je me dis, il faut aller parler pour essayer de tracer malgré tout quelque chose de l'ordre de l'éthos de ce qu'est le judaïsme, c'est-à-dire jamais de désespérance. Et c'est étrange parce que quand vous m'interviewez, je repense forcément à Jean-Pierre Elkabbach, parce que c'était un de nos liens à tous les trois. Et le 7 octobre 2023, c'est le lendemain de l'enterrement de Jean-Pierre Elkabbach. Oui. Et je me suis toujours dit, il a été protégé de ne pas voir ça, de ne pas vivre ça. Et je connais beaucoup de gens qui ont dit de leurs propres parents, qui étaient morts dans les quelques mois auparavant, il n'a pas vu ça. Parce qu'il faut comprendre que c'était une rupture de toutes les espérances pour beaucoup. C'est cette notion de protection absolue de ce qu'est l'espace de l'État d'Israël. Oui, il peut y avoir des attentats terroristes, mais pas une attaque aussi haineuse, violente, barbare. Les mots ne suffisent pas pour décrire ce qui était une vraie volonté génocidaire. Le génocide dont on doit parler, c'est ça. Parce que le génocide n'a rien à voir avec le nombre de victimes. Il a à voir avec la volonté d'éradication d'une population. C'était le cas. Et donc moi, j'ai toujours considéré que les mots, que j'ai jamais aimé galvauder, là, peut-être à ce moment-là, j'étais obligé d'expliquer, mais parce qu'il fallait qu'il y ait une parole qui relève. Un peu comme, pardon de le dire avec mes mots bibliques, quand le Cohen, le prêtre dans la Bible, vient voir celui qui est affligé d'une lèpre, de quelque chose, en lui disant « tu es pur ». Qu'une parole puisse relever quelqu'un. Et moi, je crois que nous étions dans une forme collective de tétanie, et il fallait impérativement qu'il y ait cette parole. Et c'est vrai que ça a été important à la fois d'essayer de comprendre, mais on ne peut pas comprendre, mais d'être tout de suite dans l'action, dans l'aide. Voilà pourquoi, avec le président du consistoire central, Maître Eli Korcher, on a décidé d'aller très régulièrement, on est à peu près toutes les 7-8 semaines, ou lui ou moi, en Israël, pour réaffirmer ce lien très fort avec Israël, parce que ce que vit l'État d'Israël et ce que vit la population d'Israël, on le perçoit, on le ressent, on le vit avec eux. Alors c'est justement effectivement de cela aussi qu'on va parler durant cette émission. Pardon. Et vice-versa. Bien sûr. On va parler également de votre livre sur Edmond Fleig, aussi de vos autres ouvrages, car vous êtes, je dirais, là pour l'ensemble de votre œuvre, hein, je dirais. Mais tout d'abord, justement, pour parler de cette inquiétude des Juifs de France, Chaim Corsia, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre ce paradoxe? Plus Israël se renforce, plus les Juifs dans le monde, et en particulier en France, se fragilisent. Enfin, Israël se renforce, pardon, mais le 8 octobre, 9 octobre, 10 octobre, beaucoup d'Israéliens se faisaient un sang d'encre pour leur lendemain. Pratiquement 2 ans après, oui. Et là, c'est aujourd'hui, sur le plan géopolitique, j'entends, et on vient de le voir encore ces derniers jours, mais une force régionale. Donc c'était la question. Oui, et c'est bien comme ça, c'est très bien comme ça, parce que moi j'ai toujours préféré que la force soit chez ceux qui ont une âme, que la force soit chez les barbares. Avec pour conséquence. Mais ce qui s'est passé le 7 octobre doit enseigner aux Israéliens la modestie et le fait qu'on ne doit jamais se reposer sur ses lauriers. Et que la force d'un système, c'est de considérer qu'il est toujours perfectible. Donc, et les Américains ont payé de la même façon en septembre 2001, et j'ai le sentiment que, oui, il y a évidemment une force, mais cette angoisse existentielle
que l'État d'Israël, que les citoyens d'Israël et que l'ensemble des Juifs du monde, et je vais même vous dire mieux, que l'ensemble des hommes et des femmes non-juifs du monde, mais qui sont attachés à la justice et à la pérennité de l'État d'Israël, cette angoisse-là, elle était réelle. Il faudra encore du temps pour oublier cette angoisse, dépasser cette angoisse et poursuivre cet élan dont je parle à ma façon dans ce livre sur Edmond Fleck qui s'appelle L'Espérance. Dans la conséquence de cette puissance régionale qui réorganise, on le voit ces derniers jours et singulièrement depuis le 7 octobre, l'ensemble de la région du Proche-Orient a pour conséquence des flambées et des discours décomplexés d'antisémitisme. Le 7 octobre est un pogrom qui a libéré la parole donc antisémite. Pardon, la parole et les actes. Et les actes. Et donc on l'a vu, on est passé, est-ce que vous vous rendez compte, 1000% de plus en France en 3 mois. Mais c'était le cas partout dans le monde. Justement, donc ma question est celle-là, vous n'y répondez pas encore. Ma question est celle-là, Israël se renforce au détriment des Juifs, des Juifs dans le monde ? Jamais au détriment. Il est important qu'Israël se renforce et assure à la fois une sorte de capacité à mobiliser les forces morales de ce pays, qui sont importantes, mais qui doivent aller dans le même sens, notamment réaffirmer un principe simple qui s'appelle l'unité dans la diversité. Il faut exprimer des opinions politiques et religieuses qu'on veut différentes, mais l'unité, comme attente, espérance, comme horizon, l'unité. Et nous, c'est pas puisque l'État d'Israël se renforce, nous, on est plus angoissés, c'est qu'on partage, je vous dis, les mêmes vibrations. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer quelque chose d'étonnant. Les Israéliens s'inquiètent pour nous en diaspora, et nous, on s'inquiète pour les Israéliens en Israël. En fait, ça veut dire que nous sommes un seul peuple. Mais, pour préciser encore la question, parce que c'est vraiment un sentiment que ressentent pas mal de Juifs en France, aujourd'hui, ils sont accusés à cause de la politique menée par Israël, justifié ou pas, c'est pas le sujet là, mais ils sont accusés parce qu'ils sont proches et sensibles à la cause Israël. Donc, quelque part, cet Israël qui devait les protéger, les met en danger. Ça s'appelle l'antisémitisme ? Non, pas du tout. Il ne les met pas en danger parce que je peux juste vous rappeler une chose, mais comme vous êtes un fin historien, un fin connaisseur des arcanes de la politique du monde depuis un bout de temps. Ce genre de non, pas du tout. Je crois me souvenir qu'il y avait, enfin je n'étais pas encore né, mais je crois me souvenir en tout cas qu'il y avait un peu d'antisémitisme avant la création de l'État d'Israël. Donc il faut arrêter de dire que c'est la faute de l'existant État d'Israël qui a l'antisémitisme. La réalité, c'est qu'il y a toujours un antisémitisme, toujours, et qui après il trouve des vecteurs différents. Aujourd'hui, c'est clair, et le président de la République l'a dit dès 2017, l'un des premiers au moment de la rafle du Vel-d'Hiv, le jour où il avait invité d'ailleurs le Premier ministre d'État d'Israël, Benjamin Netanyahou, pour la première fois à venir en France au moment de la rafle du Vel-d'Hiv, le président de la République a dit ce jour-là, je m'en souviens, j'y étais, l'antisionisme est un antisémitisme. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est une réalité. Et donc, ce n'est pas l'État d'Israël qui crée l'antisémitisme, c'est simplement qu'il suffit d'un nouveau prétexte. Avant, c'était les puissances de l'argent. Après, c'était la pauvreté, ce qui est d'ailleurs étonnant, qui est à la fois la puissance de l'argent et la pauvreté. Oui, c'était toujours fédérateur et contradictoire. Voilà, donc on trouve toujours quoi faire en ce moment. C'est ça, ce sera quelque chose plus tard. Le propos n'était pas évidemment qu'Israël crée l'antisémitisme, mais que les conséquences font qu'on peut être inquiété pour ça. Moi, je me souviens aussi de vos mots après l'attentat d'Hypercacher en janvier 2015. Vous étiez allé sur place pour aussi défendre l'ancrage des Juifs de France, parce qu'il y avait aussi un appel du Premier ministre israélien à dire « Juifs de France, partez ». Mais il faut entendre aussi ce qu'a dit notre Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, une parole que j'ai qualifiée à l'époque de prophétique, parce que dans la concision des mots, elle était d'une justesse absolue. La France, sans les Juifs, ne serait plus la France. Ça, c'était la réponse du Premier ministre français. Non, pardon, non. Mais vous, qu'est-ce que vous avez dit? Pardon. Non. Manuel Valls dit ça samedi soir. Le Premier ministre fait sa déclaration dimanche soir, à la Victoire. Manuel Valls est devant l'Hypercacher samedi soir dans un rassemblement. Et je veux dire pourquoi je m'en souviens très bien. C'est que j'étais en déplacement communautaire à Bordeaux. Je viens de finir le Shabbat, je suis défait, j'ai suivi tout ce qui s'est passé pendant le Shabbat. Et déjà le vendredi après-midi, puis j'assiste à l'assaut, puis c'est Shabbat, et puis on m'informe en permanence. Et je suis devant la télé dans l'hôtel, j'ai des visites le lendemain dans des communautés autour, et je vois le rassemblement, et je dis il faut que j'y aille. Et je vois le jeune président de l'UEJF
et je lui envoie un texto, dis la prière pour la République, il me dit je l'ai pas, je lui envoie par texto la prière pour la République, pour qu'il fasse la prière pour la République. Et c'est là que Manuel Valls dit cette phrase incroyable. Donc, le Premier ministre d'Israël est dans son rôle de dire nous serons toujours un abri pour l'ensemble des Juifs. Mais notre rôle à nous, en tant que communauté juive, c'est de faire en sorte que les Juifs soient installés sereinement dans leur pays, qui est la France, et que librement ils fassent le choix, s'ils le désirent, d'aller faire la Aliyah, d'aller en Israël. Et c'est parce que cette Aliyah est encouragée par nos instances communautaires, dans nos synagogues, dans les écoles, etc., que l'Aliyah des Français en Israël se passe avec cette ampleur. Pour mieux encore comprendre l'état d'esprit aujourd'hui d'une partie de la communauté, ou de ses représentants, ou de ceux qui font entendre leur voix, quand vous entendez depuis quelque temps des voix qui s'élèvent, de personnalités qui dénoncent, regrettent, déplorent la politique d'Israël à Gaza, qu'est-ce que vous en pensez? Ça prouve qu'on n'est pas massifié dans nos pensées. On n'est pas en Corée du Nord. Et ni en Iran. Nous sommes une communauté qui exprime diversement, en fait, son attachement à Israël. Et c'est assez touchant. Et vous m'entendrez jamais d'ailleurs critiquer les opinions divergentes, parce que d'abord il y a assez d'antisémites qui le font très bien. Et puis après tout, reprendre ce qui est dit tous les jours en Israël dans tel ou tel type de presse et tel type d'engagement, ça gêne pas la notion d'unité communautaire. Parce que croyez-moi, quand l'existence d'Israël est en cause, ou quand simplement il faut manifester notre solidarité, tout le monde était aligné. Et imaginons les noms auxquels vous pensez, pardon de vous dire ça, mais l'une était tous les vendredis au rassemblement place du Trocadéro. Alors en l'occurrence, on va parler, c'est voilà. Delphine Orviller, Anne Sinclair, Johann Sfar. Ce sont parmi les personnalités que l'on a entendues le plus. Comment oser dire un mot contre Johann Sfar qui a été, enfin, faut dire ce qu'il est, il a intuitivement dessiné ce Chai qui est devenu l'emblème de Am Israël Chai. Il est devenu le support de la rédemption morale. Moi, je trouve que c'est formidable ce qu'il a été capable de faire. Il le dit à un moment, il exprime quelque chose qui existe et qui est à l'honneur du peuple juif, globalement. Parce que, j'aimerais juste que dans le camp d'en face, il y en ait qui aient les mêmes mots, des hésitations sur ce qui est fait envers les Israéliens, et c'est malheureusement pas le cas. C'est aussi un moment, au fond, qui raccorde avec l'histoire juive, parce qu'il y a toujours eu au moment des rois, il y a toujours eu la critique du pouvoir. À l'époque, les personnalités médiatiques, c'était les prophètes qui venaient rappeler à l'ordre, au bon principe, le dirigeant. Quelque part, on est dans une continuité historique, je dirais. Quiconque prend une responsabilité, quelle qu'elle soit, la vôtre, la mienne, on a des critiques. Vous, parce que c'est comme si vous avez dit ça, vous n'avez pas osé ça plutôt que ça, vous n'avez pas osé poser la bonne question. Bon, moi, parce que j'ai dit ça, j'ai pas dit ça. Parce que vous esquivez la réponse parfois? Oui, mais j'esquive pas les réponses. C'est ma réponse. Après, elle plaît, elle plaît pas. Voilà, c'est naturel d'être dans une logique. Sauf qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout prend une proportion au-delà de ce qui est acceptable. Y compris d'ailleurs ce qu'on présente comme étant c'est un drame, voilà ce que dit la France, calmez-vous. C'est une micro-partie de certains. Et moi, j'ai vu récemment l'étude que le CRIF a fait faire. Avec l'IFOP, oui. Et cette étude montre clairement un soutien massif de la population française à la communauté juive et à la politique de l'État d'Israël. Il faut juste le dire. Sauf que quand même, quand je dis ça, je vais avoir des critiques. Comment ils ne voient pas la réalité, ils ne voient pas ce qu'on subit. Je le subis aussi. Ma famille le subit aussi. Mes proches le vivent. Donc je sais très bien de quoi on parle. Je sais très bien que tel livreur, quand il a vu que c'était chez des juifs, dont ma fille en l'occurrence, il est parti, il a jeté le truc par terre, il est parti. Je sais tout ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces manifestations, dès qu'il y a des témoins, regardez par exemple ce qui s'est passé avec l'agression du rabbin à Neuilly, du rabbin à Orléans. Regardez comment les gens qui sont autour, c'est-à-dire la société française dans sa diversité, non seulement se manifestent, interpellent l'agresseur, le maîtrisent, voilà, disons les choses comme ça, le maîtrisent et sont là. Alors, il y a vraiment une sorte de mobilisation de la société pour ne pas accepter. Pour moi, la différence entre un pays antisémite et un pays qui ne l'est pas, c'est si la population baisse la tête, détourne les yeux, accepte ou pas. Si la population baisse les yeux, détourne la tête et accepte en disant qu'il se débrouille, c'est que la société est antisémite.
Si la population n'accepte pas, fait tout pour appréhender l'agresseur, alors il y a des antisémites, mais la société ne l'est pas. Voilà là où nous en sommes. Et c'est valable partout d'ailleurs, partout dans le monde, y compris en Israël d'une certaine manière. Tout de même, monsieur le grand rabbin, il y a une blessure des Juifs de France qui est celle du 13 novembre 2023, quand Emmanuel Macron ne vient pas à la manifestation pour l'antisémitisme, contre l'antisémitisme, pour la République, et il le justifie, et il l'assume, et il le maintient. Vous avez compris cette décision ? On n'a pas à comprendre les décisions qui nous dépassent. C'est une règle. Si je peux intervenir, et je ne vous cache pas qu'on en a parlé, je suggérais de venir, je pensais qu'il y avait une possibilité de faire à peu près comme le président Mitterrand, c'est-à-dire d'être à un endroit, le défilé passe devant, il salue le défilé, sans, qui était sans manifester. Le président Mitterrand qui avait défilé après Carpentras en 1991. Mais en même temps, moi j'entends ces arguments, et on peut retenir d'autres choses. Ce qu'il y a, c'est que si on voit que ce qui nous déplaît, alors on a une vision biaisée du monde. Le 15 novembre 2023, c'est vrai. Mais 7 février 2024, c'est l'hommage national à tous les morts du 7 octobre aux Invalides. Et je vais vous dire, c'est le seul hommage national au monde. Au monde. Même Israël ne l'a pas fait. Parce qu'Israël immédiatement est rentré en état de guerre. Immédiatement, malheureusement, il y a des jeunes de 18, 19 ans qui meurent. Ils en sont là maintenant en Israël à plus de 450 soldats morts depuis le 7 octobre. Je ne sais pas si vous voyez la saignée que c'est dans cette jeunesse. Donc ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'énergie pour organiser un hommage national, ce que les familles d'ailleurs reprochent un petit peu au pouvoir. Parce que moi j'ai parlé à ces familles. Je leur ai parlé quand je suis allé en Israël les chercher, quand ils sont venus, leur colère, leur déception. Bien sûr. Et le président a eu les mots ce jour-là aux Invalides pour essayer de cautériser cette souffrance. Donc, on peut voir certaines choses, on peut voir d'autres choses. Alors, les mots, justement, parce que c'est intéressant, parce que finalement, on ne trouve plus beaucoup de personnalités au sein de la communauté pour défendre le président Macron. Moi, je défends rien, je dis simplement parce que les faits. Les mots, les faits et les mots. Il y a des mots toujours très durs. Honte, barbarie, contre-civilisation. À ça, les Israéliens vous disent, pardon, les Israéliens vous disent, sur le nucléaire et le soutien d'Israël face à l'Iran, la France a toujours été la mieux disante, mieux que l'Amérique, mieux que l'Allemagne, mieux que l'Angleterre. Et la réalité, c'est que nous avons aidé, et même si des fois on ne veut pas trop dire que nous avons aidé, mais notre armée de l'air avait, lorsque 350 missiles, etc., venant d'Iran s'étaient abattus sur Israël, c'est notre armée de l'air qui avait contribué avec l'armée jordanienne, saoudienne, anglaise et américaine à résorber cette masse. Mais vous comprenez cette déception quand même. Y compris récemment. Alors après qu'on dise on a défendu les intérêts, la réalité c'est que... Vous comprenez cette déception, cette difficulté à saisir le positionnement d'un président français? Je comprends de la même façon que chacun peut estimer que on aurait voulu telle chose plutôt que telle chose. Chacun a une façon de formuler les choses. Moi je n'ai pas à juger l'action des politiques. Si quelque chose me semble vraiment indigne ou pas juste, d'abord, il y a des moyens, c'est mon job de le dire, mais sur des canaux moins visibles que votre antenne. Je peux faire différemment. Et c'est d'ailleurs ce qui donne du poids à mes interventions, c'est que je passe pas mon temps à dire du mal de tout le monde sur les télés, sur les radios, mais quand il faut dire les choses, je le fais comme. Donc vous avez eu l'occasion parfois de faire entendre un petit peu votre. J'ai le sentiment, par exemple, que la conférence de presse du président, juste après l'attaque d'Israël sur l'Iran, sur le programme nucléaire iranien, a été une conférence de presse où tout a été dit, remarquablement dit. J'ai le sentiment que les liens qui sont même parfois compliqués entre le président de la République et le Premier ministre israélien sont quand même des liens importants, réguliers, très réguliers. Et ils échangent, même si il y a beaucoup d'aspérité et de frottement entre ces deux personnalités. Mais ça prouve que c'est vivant. Oui, ça c'est certain. Effectivement, c'est incontestable. Mais on ne peut pas dire effectivement que, comme on dit, qu'ils partiraient en vacances ensemble. Vous n'en savez rien. Vous savez, attention, vous n'en savez rien et vous ne savez pas à quel point, sur cette phrase-là, vous vous trompez. Mais c'est une autre histoire. Ah, vous pensez que Macron et Netanyahou partiraient ensemble en vacances? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je vous dis simplement que parfois les apparences sont trompeuses. Il nous revient beaucoup aussi de propos très acerbes d'un côté comme de l'autre. Donc effectivement, ce serait vivant. La thèse des Juifs de France bientôt invisible, vous n'y croyez pas? Non.
Ça n'existe pas, cette thèse. Il y a une Elle thèse. existe. Non, non. Ouais. Il y a une thèse. Bah oui, elle existe. Il y a une thèse. Et la crainte existe, il y a une thèse surtout. Très juste. Au-delà de la thèse. Non, il y a une thèse très juste. Par exemple, portée par Salmona ou portée par Dreyfus, qui sont l'un directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme, l'autre le directeur adjoint de la DILCRA. Les deux ont théorisé que dans le storytelling qu'on fait de la France, le judaïsme n'apparaît qu'en deux occurrences, l'affaire Dreyfus et la Shoah. Il y a quand même d'autres choses dans le judaïsme. On a Rachi, on a des choses formidables, on ne va pas tout ramener au judaïsme, mais enfin, ça ne peut pas être que ça. Quand vous voyez qu'un monument comme la Maison Sublime, sous le tribunal de justice de Rouen, est un des plus vieux monuments que nous ayons en France, quand vous voyez par exemple le Mikvé de Montpellier, qui date de quasiment 900 ans, vous vous dites, c'est pas possible qu'on oublie. On n'oublie pas, c'est de l'histoire. Les Juifs aujourd'hui disent, donc je vous dis on ne peut plus manifester notre culture et notre appartenance. Non. Il y a eu cette tentation. Alors bien sûr, voilà. Si vous voulez, vous allez encore me dire que je me fais l'avocat du président. Je vous dis simplement, quand j'ai expliqué... Non, ça y est, je l'ai dit une fois, c'est fini maintenant. D'accord, mais quand j'ai expliqué cela au président, que j'avais du mal à supporter que tant et tant de gens soient poussés par la pression, y compris la pression sociale, qui est la pire de toutes, celle qui n'exprime pas un mot, pas un avertissement, mais qui est tellement audible qu'elle oblige à faire. Que tant et tant de juifs soient obligés d'enlever leur mezuzot, d'enlever leur mezuzah autour du cou, d'enlever leur kippa, d'enlever parfois leur nom de l'interphone, quand il était manifestement juif. Eh bien, et je lui ai dit, voilà pourquoi je vous suggère, Monsieur le Président, puisqu'il recevait le congrès rabbinique européen qui lui remettait son prix, qui remettait au président Emmanuel Macron le prix de la lutte contre l'antisémitisme, je lui ai suggéré, vraiment suggéré, d'allumer des bougies. Non pas que lui allume la bougie de Hanouka, mais que je le fasse à l'Élysée. Je l'ai fait. Ce qui était une façon... La fameuse scène qui avait déclenché tellement de polémiques sur la laïcité. Pour lui, c'était... Bon, là, je vous signale juste que l'Élysée n'est pas une école. Même si la femme du président a été enseignante, il n'empêche que l'Élysée n'est pas une école. Or, la société est laïque, c'est-à-dire qu'on garantit la liberté de pratique religieuse, le seul lieu neutre dans la République, c'est l'école. Bien. Donc, je lui ai dit, ça sera une façon claire, si moi j'allume cette bougie à l'Élysée en votre présence, de manifester que il n'y a pas de honte à vivre son judaïsme en France. Au contraire, le judaïsme, comme toutes les autres religions et comme l'athéisme, a parfaitement sa place à la table de la République. Donc, il le fait, on se fait taper dessus par certains. Il ne dit pas des choses, on se fait taper dessus pratiquement par les mêmes. Lui, parce qu'il dit, moi, parce que je hurle pas à ma haine et ma rage, etc. Donc, il faut juste voir que les choses se font sur le fond. Et quand vous posez votre question sur ce risque d'invisibilité, je vous réponds, il a fait, et nous avons fait, ce qu'il fallait pour... Et d'ailleurs, je vous signale que les mêmes qui nous ont critiqués à ce moment-là, sont ceux qui applaudissent le président des États-Unis, celui-ci ou ses prédécesseurs, tous ses prédécesseurs, lorsqu'ils allument les bougies de Hanouka à la Maison-Blanche. Parce qu'ils considèrent effectivement que le communautarisme aux États-Unis, c'est leur argument. C'est leur argument. Et moi, j'ai simplement expliqué au président, de manière très claire, et je ne l'ai pas obligé, mais je lui ai dit, j'ai jamais été voir si l'arbre de Noël de l'Élysée était religieux ou culturel. J'ai jamais été voir si la galette des rois de l'Élysée était religieux ou culturel. En tout cas, je vois quelque chose qui ressemble à une galette des rois, et ça s'appelle comme ça parce que ça veut dire ce que ça dit. Un sapin de Noël, parce que ça ressemble quand même furieusement à un sapin qui a une origine religieuse. Il n'y a aucun mal, parce que j'allume une bougie de l'espérance, puisque c'était le cas, et que c'est le cas des bougies qu'on allume à Hanouka. Et c'est ce dont on va toujours continuer à parler. D'empêcher d'allumer une bougie au pays des Lumières, c'est quand même un peu marrant. Effectivement, c'était un paradoxe que vous avez soulevé. Dans quel état d'esprit vous sentez cette société française? Elle semble traversée par des courants contradictoires, colère, envie de tout renverser, et en même temps, désir de retrouver un apaisement, des codes de civilité. Toutes les études d'opinion montrent qu'il y a une attractivité vers la droite, voire très à droite. Ça vous inquiète? Vous trouvez ça logique? Non, je trouve que votre analyse là est parfaite. Il y a des choses contradictoires. Il faut donc trouver un chemin de crête. Vous dites que la société est en colère. Et je vois même des politiques, et importants, qui disent « je suis un homme en colère ». Oui, moi j'ai toujours Édouard Philippe, pour ne pas le nommer. Non, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, parce qu'il faut comprendre l'allusion. D'accord. Moi, quand j'étais petit, enfin je veux dire jeune,
comme ça prête pas à mauvaise compréhension. Quand j'étais jeune, j'ai toujours appris que la colère est mauvaise conseillère. Donc c'est paradoxal que quelqu'un vous dise, moi je suis quelqu'un qui peut diriger la France, la preuve, je suis en colère. Mais moi, quelqu'un qui est en colère et qui dit ou qui fait des choses, donc poussé par la colère, ça ne me rassure pas du tout. Quand vous avez des gilets jaunes qui sont dans un besoin de reconnaissance, qui sont même touchants la première demi-après-midi, voire la deuxième, mais qui, dès qu'ils cassent tout, qui saccagent l'Arc de Triomphe, qui est un symbole de la République, et qui ensuite se lancent dans des haines absolues contre l'État, contre les policiers, et c'est un scandale, c'est inadmissible. Donc la colère ne peut pas être un moteur. Elle ne peut pas être un moteur de construction. On le voit dans la Torah, pardon, de revenir à ce que je suis au fond, un rabbin, il n'y en a qu'un seul. C'est Pinchas, qui voit une humiliation faite à Dieu, à tout ce qui est sacré, prend un javelot, mais Kano et Kinati Betocham, en jalousant cette jalousie, une sorte de colère supérieure. Il embroche Zimri, fils de Salou, et Cosbi, fils de Tsour. Ils embrochent, et tout le monde, saisi par cet acte de colère, arrête. Et Dieu le dit, parce que tu as été capable de faire ça, Hineni notenlo et beriti shalom. Voici, je lui donne mon alliance de paix. Donc il peut y avoir une colère ponctuelle, mais jamais sur le long cours. Donc moi je me méfie de tout ce qui est fait sous le signe de la colère, parce que ça ne construit rien. Or, et on va continuer à en parler avec vous, Chaim Corsia. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce grand oral. L'abonnement de la box vient d'augmenter. Tu sais, la fameuse augmentation au bout d'un an, là. T'inquiète, je m'en occupe. Alors Léa, j'adore. Ça te va super bien. Hein? Hyper élégant. Ouais, non, c'est moche en fait. Bah, je devrais. T'es sûr? C'est toujours ça à économiser. Sinon, chez SFR, pas de mauvaise surprise. Le prix de votre abonnement ne bougera pas au 13e mois. Ah, génial. SFR, on s'engage pour vous. En période de crise, céder à la panique est la plus grande erreur. Les investisseurs avisés ne fuient pas les turbulences. Ils saisissent les opportunités. L'or, le pétrole et les devises. Avec Goliath, investissez dans l'or. Disponible également avec l'effet de levier. Goliath, c'est l'application la plus simple du marché. Comme plus de 50 000 investisseurs, téléchargez l'app dès maintenant. Investir comporte des risques de perte partielle ou totale du capital. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations. Vous avez un téléphone? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Ils sont venus. Ils sont tous là. Les chanteurs, les danseurs, les comédiens, les artistes confirmés, comme les débutants. Pour apprendre, pour se retrouver, pour s'inventer, se réinventer, se réparer. L'école M d'art et d'expression scénique réouvre ses portes en septembre dans tout Israël. Inscrivez-vous. Nous allons jouer encore.
On se retrouve avec Haïm Corsia, grand Raman de France, pour la suite de ce grand oral exceptionnel. Haïm Corsia, vous connaissez bien le monde intellectuel et médiatique français. On va en parler parce que je voudrais savoir un petit peu comment vous analysez la sorte de rupture que l'on peut observer justement depuis le 7 octobre. Mais avant cela, vous êtes un grand acteur par définition de ce dialogue interreligieux qui est très fécond en France. Comment se porte-t-il justement à la lumière des derniers événements au Proche-Orient? Globalement bien. Alors après, évidemment, comme tout le monde, comme chacune d'entre nous, on a vu des amitiés perdurer et on a vu des masques tomber. Alors, en ce qui vous concerne, quels sont les masques qui sont tombés? On a vu des gens qui n'ont pas eu les mots qu'il fallait, qui ont eu des mots horribles. Les gens qui n'osaient pas dire très simplement que la barbarie du Hamas exprimée le 7 octobre était du terrorisme. Ceux qui n'ont pas dit cela, il y a un problème. Et il y en a qui ont dit pire. Donc ça a permis d'écrémer les choses. Maintenant, pas reprocher aux uns aux autres d'avoir des affinités électives, aurait dit Max Weber. Donc moi, j'accepte qu'on soutienne telle ou telle hypothèse, mais jamais au détriment de la justice, jamais au détriment du bien fondé, jamais au détriment de la haine. Ces valeurs-là ont été plus ou moins mises de côté ou abandonnées par certains, oui, et ça, parmi les interlocuteurs que vous avez régulièrement. Comme chacun et chacune d'entre nous, peut-être vous-même, comme nous avons tous écrémé parmi nos amis. Moi, j'ai des proches qui m'envoyaient des textos terribles parce que j'avais déclaré que tous les morts de Gaza étaient imputés au Hamas, parce que le 6 octobre 2023, Israël ne bombardait pas Gaza, et que donc c'est le Hamas qui est responsable de tous les morts de Gaza. D'ailleurs, il y a même un député LFI qui m'a fait un article 40 et il a été débouté. Donc, mais ceci dit, ça a eu des ruptures chez certains de mes amis qui n'acceptaient pas ce que j'ai dit. Ça n'empêche pas que je le pense et que je le dise. Maintenant, dans le dialogue interreligieux, ça a extraordinairement bien tenu. Notamment, on a eu des signaux. Et encore une fois, on ne partage pas toute l'analyse de la même façon. Avec vos collègues, homologues musulmans, bien sûr, parce que c'est évidemment la partie la plus sensible. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Il aurait pu y avoir des questions avec certains catholiques, certains protestants, certains bouddhistes, certains orthodoxes. Ça s'est passé remarquablement bien. Avec l'islam, nous avons fait une émission commune sur BFM, je crois, le 11 octobre, oui, avec le recteur de la mosquée de Paris. Bon, après, forcément, il a aussi ses affinités. Et puis, quand, par exemple, il reçoit un Rima Hassan pour dire on partage ses combats, évidemment que je ne peux pas adhérer, je ne peux pas applaudir des deux mains. Même pas d'une main et même pas d'un petit doigt. Donc, oui, on ne pense pas de la même façon. Encore une fois, le dialogue interreligieux, ce n'est pas s'aligner sur une massification de la pensée. Donc, le dialogue interreligieux a tenu de manière remarquable. Et je vous assure, ici, partout dans le monde, on a eu quand même des... Et quand quelque chose est dit et qui ne va pas, nous sommes capables de le dire, à la fois en interne, et s'il faut exprimer à l'extérieur, on le fait. En clair, vous dites qu'il est plus fécond, plus tolérant, plus capable d'écouter et de dialoguer que dans le monde universitaire, où très vite on a vu comment l'idéologie a remplacé la connaissance, comment le campisme, tel que l'on a vu, des gens qui tiennent vraiment leur position et qui ne parlent qu'à travers maintenant cette position, déterminent le débat public en France en particulier? Je ne sais pas ce que vous appelez le campisme, mais comme ça fait furieusement penser à une phrase des années 30, on disait les Juifs ne sont pas d'ici, ils ne font que camper. Mot qu'a utilisé Mélenchon dans sa grande à l'égard de la présidente de l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon, qui sait très bien ce qu'il dit, a utilisé ce mot-là pour dire elle campe à Tel Aviv, une façon de dire qu'elle est de nulle part, en fait qu'elle est apatride, en fait qu'elle est juive, ce qui était une insulte terrifiante et qui montre que derrière tout ce qu'il dit et ce qu'il fait, il n'a qu'une seule obsession, envoyer des signaux, même pas discrets, maintenant très clairs, à une population pour essayer d'obtenir leur voix. C'est le contraire absolu de ce qu'est la République. Alors là, en l'occurrence, c'est un terme qui signifie effectivement d'être dans une posture intellectuelle qui consiste à dire, par définition, j'ai choisi mon camp. Oui, regardez ce qui s'est passé. C'est le contraire de la démarche Je suis d'accord, mais ça m'a fait penser à ça. Et maintenant, je vous dis que quand des universités sont bien tenues, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les choses dérailler, comme ça a été le cas à Sciences Po, quand le nouveau directeur général de Sciences Po a tenu les choses et a fait... Louis Vassy. Voilà, il a fait en sorte que les choses soient réglées à la fois par l'intervention de la police ou
El-Moub, qui était le président de Dauphine, par exemple, ou le président de Assas. Enfin, bref, il y a des universités en France qui sont capables à la fois de laisser s'exprimer les pensées divergentes, hein, je ne vais pas empêcher les choses, mais de ne pas faire en sorte qu'une opinion, quelle qu'elle soit, empêche les autres de s'exprimer. Mais il n'empêche, on a l'impression quand même qu'il se passe quelque chose au sein du monde intellectuel français et ça provoque aussi des réactions. La sociologue franco-israélienne Eva Illouz parle de haine vertueuse, c'est-à-dire qu'au nom du bien, il faut critiquer Israël. Michel Onfray, dans un livre, dénonce la collusion entre islamisme et gauchisme depuis le fond de l'histoire. C'est pas nouveau. On parle des intellectuels qui se trompent. L'ancienne ministre Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, avait fait hurler tout le monde parce qu'au micro de Jean-Pierre Elkabbach, elle avait défrayé la chronique. Elle avait osé dire quelque chose qui me paraît tellement logique. Oui, il y a de l'islamo-gauchisme dans les universités. Enfin, et d'ailleurs, elle l'a dit bien avant ce qu'on a pu voir. Et elle poursuivait l'analyse de Jean-Michel Blanquer, qui à l'époque qui avait dit la même chose. Oui, et donc elle avait parfaitement raison, et de le dire, de le constater. Puisqu'on a nié les choses, on ne peut pas lutter contre. C'est la règle. Quand vous niez quelque chose, quelqu'un est malade. Il ne veut pas reconnaître qu'il a un taux de, je sais pas moi, un taux de sucre un peu élevé, une glycémie un peu élevée. Il ne veut pas le reconnaître, mais il ne peut pas prendre de traitement. Et donc, on ne traite pas sa glycémie. Si nous, on ne veut pas reconnaître la collusion de certains qui, de mon point de vue, n'est pas qu'idéologique, elle est aussi financière. On l'a vu avec les universités américaines, littéralement achetées par certains. Et ce type de sociologie... Par certains pays arabes, vous voulez dire? Oui, qui sont intéressés à beaucoup de choses. Et qui... par capillarité avec la recherche française, portent les mêmes idéaux, si on ne reconnaît pas les choses, on ne peut pas lutter contre, c'est clair. Ce thème de la trahison des clercs, est-ce que c'est pas le prélude à une rupture trahison politique des clercs, non, pardon. beaucoup plus difficile? C'est un thème qui non, pas la trahison des clercs, parce que malgré tout, vous avez des résistants. Vous avez des hommes et des femmes on l'a vu, dans les universités qui sont capables de tenir bon. Dans les bon. médias aussi? Oui, dans les médias, mais qui sont capables de tenir bon, de dire les choses, de faire baisser la tête aux menteurs patentés, à ceux qui croient détourner l'attention en disant « mais non, je ne suis pas antisémite, j'ai pas dit ça ». Parce que, vous le disiez très bien tout à l'heure, maintenant l'antisionisme, c'est-à-dire l'antisémitisme, se pare des habits de la vertu. Je suis quelqu'un de bien, la preuve, je suis antisioniste. Donc, c'est assez imparable comme argument, sauf à démontrer que les mots sont les mêmes, les victimes sont les mêmes, et que c'est pas ce qui est fait, mais c'est ce qu'on est qu'on critique. Et que je sache, même les contempteurs du régime de Maduro ne veulent pas que le Venezuela cesse d'exister. Ils ne supportent pas Maduro en tant que dirigeant de son pays, qui suit d'ailleurs ce qu'a fait Chavez, mais ils ne veulent pas la cessation de l'existence du Venezuela. Ce qui est le cas des antisionistes qui ne veulent plus que ce pays existe. Et d'ailleurs, la simple reprise de ce slogan scandaleux, de la rivière à la mer, vous voyez, from the river to the sea, hein, du fleuve à la... Ce qui veut dire pas d'Israël. Bien sûr. Non mais il faut entendre, ça veut dire pas d'Israël. Donc quand vous me dites, mais non, voilà, l'autre il est juste antisioniste. Qu'est-ce que ça voudrait dire antisioniste? Ça veut dire que, on dit quoi? Qu'il faut que les Juifs qui habitent, on va le dire bien attention, les Juifs qui habitent sur ce territoire ne soient pas dans une entité, ils soient sous le coup de quoi? C'est tellement risible en fait, et donc ridicule, que moi j'ai trouvé une parade absolue. J'ai préfacé un ouvrage qui j'espère va sortir très prochainement de Antoine Chéreau, qui est un dessinateur, sur la meilleure façon de lutter contre l'antisémitisme, l'antisionisme, ce que vous voulez, se foutre de leur gueule. Je sais le mot que j'emploie, se moquer d'eux, les tourner en dérision. Et je reprends par exemple dans la préface qu'il m'a demandé une phrase de l'académicien Frossard qui dit « Si le régime de Vichy a été obligé de mettre une étoile jaune aux Juifs, ça prouve que la propagande nazie se trompe quand elle dit que les Juifs sont forcément différents. » Mais c'est imparable, c'est absolument juste. Mais il faut le mettre, le dire, et regarder à quel point les arguments des antisémites ou des antisionistes qui reviennent même sont risibles, ridicules,
scandaleux et que le bon sens devrait pouvoir permettre d'éradiquer ça de nos sociétés. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce que vous dites aussi correspond et explique pourquoi on a une génération aux États-Unis, en Israël aussi, au fond, de nouveaux humoristes, stand-uppers, qui prennent totalement des argumentaires antisémites, antisionistes, et qui les tournent en dérision et qui font des spectacles, effectivement, qui sont irrésistibles d'humour, pour montrer à quel point c'est d'abord la bêtise qui génère ce type d'attitude et bien entendu l'ignorance. Vous avez publié un livre, Chaim Korsia, qui s'appelle Ma vie avec Edmond Flegg. Edmond Flegg, c'est un homme que beaucoup devraient gagner à connaître. Il symbolise l'engagement pour le judaïsme français après la Première Guerre mondiale. On va aussi parler de vos autres livres, mais d'abord, lire la première page fait sursauter parce que vous citez cette maxime « Lève-toi comme le lion pour servir ton créateur ». Or, le lion qui se lève, Lion Rising, c'est le nom de code de l'opération israélienne contre l'Iran qui a été donné. Vous étiez dans le secret des dieux? En hébreu, c'est It Gaber Kahari, de Gibor. Lève-toi fort, fortement. Ne traînaille pas, ne va pas t'apesantir ce que tu fais. Quand tu fais les choses, fais-les à fond. Ne fais jamais les choses à moitié, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi cette référence du lion dans le judaïsme? Le lion, symboliquement, c'est Yehuda, sauf une fois. Sauf une fois, à la fin du Deutéronome, on trouve une référence au lion chez Dan. Dan Gour-Arié. Dan, un petit lionceau. Comme si il n'y avait pas de déterminisme à ce que l'un et l'autre soient assignés à tel animal. Voilà Dan, qui est la tribu qui avait une vocation assez extraordinaire, c'était la voiture balai du camp. C'était la dernière tribu qui ramassait tous ceux qui n'arrivaient pas à suivre le rythme, ceux qui étaient fatigués. Elle les ramassait, elle leur donnait à manger, elle les nourrissait, elle les remettait en forme et elle les ramenait dans leur tribu. Donc c'était un peu, voilà, pas le top du top. Mais si ils assument leur vocation, ils peuvent devenir comme des lionceaux. Font chacun d'entre nous a cette capacité à être Yehuda parfois, c'est-à-dire disponible pour les autres. Vous parlez effectivement dans ce livre beaucoup d'espérance et dans les autres aussi. Parce que c'était le moteur absolu d'Edmond Flegg. Et justement, vous allez nous l'expliquer, mais l'espérance en ce moment, suite à ce que l'on voit aussi en ce moment en Israël et de manière générale au Moyen-Orient, l'espérance, c'est aussi retrouver un jour cette relation avec le peuple de Perse, avec lequel le lien est si fort. Et d'ailleurs, vous mentionnez aussi, dès le début de votre livre, un poète persan, iranien, donc qui s'appelle Attar de Nishapur, du XIIe siècle. Pourquoi vous avez choisi ces quelques mots? Vous savez que depuis jeudi et vendredi, là, nous sommes dans le mois de Tammuz. Tammuz, comme tous nos mois. Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat. Tammuz. Ce sont les mois. Ce sont des mois perses. Hébraïques. Les Perses, d'origine perse. La reine Esther est reine des 127 provinces avec Assuérus de Perse. Son fils, leur fils, Assuérus et Esther, Darius, Cyrus, va aider à reconstruire le temple. On a une histoire profonde sur des millénaires avec les Perses. La tombe de Esther et celle de Assuérus se trouve en Perse, en Iran. Vous pouvez l'appeler autrement si vous voulez, mais c'est ce qu'est l'histoire. Donc, qu'est-ce que c'est 49 ans de dissension quand on compare aux millénaires de chemin commun? Donc pour vous, en perspective historique, il y aura un retour, il y aura des retrouvailles entre les Hébreux et les Perses. Veshavou banim likvulam, les enfants reviendront dans leur espace. Qui était Edmond Flegg, dont le nom orne tellement de centres culturels, de troupes d'éclaireurs israélites, à Marseille aussi. C'est quelqu'un d'étonnant qui est né en Suisse, donc il est suisse. Il arrive en France, il fait Normal Sup. Il rencontre à Normal Sup le combat pour Dreyfus. Il rencontre, grâce à Peggy d'ailleurs, qui publie dans les cahiers de la quinzaine, un auteur de nouvelles qui s'appelle Israël Zangwill, un anglais que tout le monde a oublié. Et Zangwill publie une nouvelle en particulier qui s'appelle Chad Gadia, tirée de la chanson avec laquelle nous concluons la soirée de Pessah, de Pâques. Et cette histoire est terrible et c'est le choix d'un jeune qui ne sait même pas qu'on est le soir de Pessah, qui arrive chez ses parents à Venise. Et il sent qu'il n'est plus à sa place à la table du père. Le père le fait sentir en permanence. Mais il sait que dans la société, on le renvoie à ses juifs en permanence. Donc il est trop juif pour la société, pas assez juif pour la table de son père, et décide de se suicider. Flegg dit, moi, jamais. Quitte à être juif, autant être juif totalement. Mais ça, c'est une prise de conscience un peu tardive, pardonnez-moi, parce que avant d'être, par l'affaire Dreyfus, conscientisé, c'est un dandy.
Il se jette dans la vie parisienne, il a fait des études littéraires, il veut écrire. C'est bien de vouloir écrire. C'est pas un problème, hein, bien sûr. Il écrit à la fin, il écrit. Mais il est loin de toutes ces questions de judaïsme et de conscience. Il est même adhérent à l'Action française. Oui, parce qu'après, il aura encore une correspondance avec un proche de Maurice Barrès. Avec Moreau qui est son copain et qui est lui Action française. Mais il va arrêter son abonnement à la naissance de son fils. Et Flegg épouse tous les combats de la société française de l'époque, et du judaïsme en particulier, mais de la société française. Il s'engage pour la Première Guerre mondiale dans la Légion étrangère parce qu'il est suisse, donc il s'engage, il combat. J'ai vu son dossier militaire, il est extraordinaire. Vraiment, on se demande si c'est la même armée que celle qui a accusé, qui a enfoncé Dreyfus. Ensuite, il va créer les éclaireurs israélites, il en devient même le président. Il va inventer ce sur quoi nous appuyons aujourd'hui. Le minimum commun, c'est lui. Au sein du scoutisme juif français. Ouais. Et c'est formidable. Il lui dit, on ne peut pas être dans un mouvement juif si on ne respecte pas le kasher, on ne respecte pas le Shabbat et on a un minimum de vie juive. Parce que c'est ce qu'il était aussi dans sa jeunesse. Ouais. Quand vous le décrivez, on a le sentiment que c'est un espèce de juif de France un peu classique, un peu religieux, pas trop religieux. On dirait qu'il est israélite. Mais il fait d'abord un voyage en Palestine dans les années 30, grande découverte pour lui. Il devient sioniste, ce qui à l'époque était absolument rarissime. Il y en avait deux que je connais, lui et Kaplan. Romain Kaplan était pour la France, vous dites. Oui, parce que c'était pas du tout. C'est un mouvement d'Europe de l'Est communautaire en France, c'était d'être israélite. Point. Et donc, lui est profondément sioniste. Il se sent pas à l'aise dans cette distance avec les textes. Il va donc apprendre l'hébreu, apprendre l'araméen, traduire de l'hébreu, traduire de l'araméen, la Torah, les prophètes, les psaumes, le Talmud, la Mishnah, tout directement. Et il publie ce livre incroyable en 1921, qui s'appelle Anthologie juive, avec, il y aura 12 versions après, il y en a 23, moi je travaillais sur l'édition de 61, 2 ans avant sa mort, où il a rajouté d'autres textes d'après la guerre. Mais il faut voir ce travail incroyable qu'il a fait, qu'un travail intellectuel. Il va, vous me parlez du dialogue interreligieux, dans la Deuxième Guerre mondiale, il fait une guerre aussi héroïque, il va contribuer au rapprochement avec les catholiques, il est avec Jules Isaac, dans le rapprochement qui va aboutir à Nostra Aetate. En plaidant auprès de Jean 23. Alors ça, c'est Jules Isaac qui le fera. Oui, c'est Jules Isaac qui va auprès de Jean 23. Mais toutes les réunions se font chez lui, au 1 quai aux Fleurs. Toutes les réunions des amitiés judéo-chrétiennes, qui sont fondées après Sélisberg, donc après 47. Puis judéo-chrétienne, c'est 48. Et donc toutes les réunions se font chez lui. Il va donc contribuer à cela. Il va contribuer à lancer les colloques des intellectuels juifs de France, avec les fameuses conférences de Chouchani, de Manitou. Il va être au cœur de tout ce qui est le renouveau du judaïsme après la guerre. Et franchement, nous sommes sur l'élan qu'il a été capable d'initier avec d'autres. Mais je trouvais injuste qu'on oublie cet homme. Et alors pourquoi Ma vie avec Edmond Flegg? Quel est votre lien et en quoi il vous porte, vous inspire? J'ai toujours été bouleversé par ce poème au tout début du livre, à la page 18 je crois, qui est incroyable, dans lequel il dit pourquoi je suis juif? Je suis juif parce que, et ça c'est incroyable, je suis juif parce que en tout temps où crie une désespérance, le juif espère. Je suis juif parce que en tout lieu où pleure une souffrance, le juif pleure. Et cette phrase, moi, j'étais jeune, avec le rabbinique, je trouvais que ça disait tellement fortement ce que j'apprenais dans les textes de la Torah, etc. Et cette façon de s'engager dans une capacité à mettre les textes au service de tous, des juifs et des non-juifs. Ce qu'il a fait, ça me touche. Donc moi, je trouve qu'on est un peu oublieux de beaucoup de nos anciens. Les Juifs, c'est le peuple du livre ou le peuple de l'interprétation du livre? C'est toujours le peuple de l'interprétation. Nous sommes le peuple de la loi orale. La Torah est donnée à l'humanité. On l'a reçue, parce que Moïse l'a reçue au pied du mont Sinaï. Mais nous, notre secret, c'est la loi orale. Parce que l'interprétation, c'est aussi la contestation. Ouais. Ça veut dire que c'est tant qu'on peut... C'est la discussion. Et tant qu'on peut interpréter et discuter, il y a liberté. C'est pour ça que, au fond, la dictature et le peuple juif, ça passera pas. Jamais. Il ne peut pas y avoir de dictature de la pensée à l'intérieur du peuple juif. C'est pour ça que je vous disais que sans fleurs écloses, si j'ose dire. Mais surtout, l'idée, c'est l'interprétation. Et c'est ce qui permet, au fond, à ce texte que Dieu nous donne sur le mont Sinaï, d'être toujours d'actualité. Parce qu'il n'est jamais périmé, ce texte. C'est la parole de Dieu, elle est intemporelle,
mais elle est intemporelle quand elle est portée par l'interprétation que les hommes et les femmes lui donnent. Donc c'est tellement important d'avoir cette capacité à discuter les textes. Pour ça, il faut accéder au texte, donc il faut apprendre l'hébreu pour pouvoir le commenter, le transcrire, ce qu'il a fait. Et moi, j'ai été impressionné par son chemin, qui est un chemin de recherche. C'est-à-dire que c'est un judaïsme authentique. Je vais chercher le texte. Qu'est-ce qu'un juif? C'est quelqu'un qui interprète le texte. Et quelqu'un qui ne désespère jamais. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, vous avez lu à la fin de mon livre, un codicile. Je me suis rendu compte que là où il habitait, au 1 quai aux Fleurs, c'était là aussi où habitait Vladimir Yankelevitch. Donc vous allez, là, il y a 2 plaques au-dessus de la porte. Donc Yankelevitch, qui était celui qui a dit après Auschwitz, il n'y a plus de philosophie, comme Adorno a pu dire après Auschwitz, il n'y a plus de poésie. Et qui a dit qu'un jour l'antisionisme sera la manière moderne de faire de l'antisémitisme. Il l'a dit. Mais vous savez qui l'a dit aussi? Martin Luther King. Martin Luther King a dit, ne croyez pas, enfin je pourrais vous sortir la phrase exacte, ne croyez pas que l'antisionisme c'est un mouvement politique, c'est de l'antisémitisme. Donc on devrait le renvoyer quand même à celles et ceux qui oublient un peu. Oui, parce qu'on pourrait en reparler une autre fois, mais il y a une très longue histoire entre les deux peuples. Mais Yankelevitch, donc lui, après Auschwitz, il n'y a plus de philosophie, et au-dessus de lui, Edmond Flegg, qui, comme il le dit, espère l'espérance. C'est-à-dire, au-delà de tout, il sait que l'espérance permet de reconstruire quelque chose. Moi, je crois plutôt qu'on a besoin de la pensée réelle, Yankelevitch, mais on a besoin de la pensée espérante qui devient réelle, qui fait devenir réel le rêve de Edmond Flegg. Interpréter, contester, remettre en cause, c'est effectivement dans l'ADN, c'est la matrice intellectuelle, existentielle du peuple juif. Ça veut dire que Israël, c'est une république talmudique? En tout cas, déjà dans la région, c'est l'une des rares républiques, enfin je veux dire, réellement démocratique. Symboliquement. Mais oui. Intellectuellement. En tout cas, c'est une république qui accepte d'organiser la contestation. Nous, en France, leur système politique, c'est un système de la 4ème République, qui oblige à des accords, à des compromis. Une fois de plus, j'utilise le mot république à dessein symbolique, hein, parce qu'Israël n'est pas une république fondamentalement. Mais puisqu'ils n'ont pas de constitution. Mais on a le sentiment que c'est en tout cas une démocratie talmudique. Voilà, et voilà pourquoi il y a un tel débat. Et d'ailleurs, voilà ce qui fait les affinités entre la société israélienne et la société française, et le judaïsme au milieu, parce que nous sommes exactement dans la même posture. En France, on aime tout débattre, tout discuter. On ne peut pas accepter d'avoir une seule pensée. On a besoin d'être dans des positions extérieures pour recentrer les questions, les problèmes, pour les voir d'un autre point de vue, exactement comme ça peut se faire en Israël. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que tout est une question de point de vue. Vous l'avez parfaitement... Avec un objectif d'unité, vraiment. Mais vous l'avez parfaitement justement illustré lorsque vous commencez un précédent ouvrage à écrire, qui s'appelle donc Réinventons les aurores. Et vous parlez de votre expérience lorsque vous avez visité l'exposition Soulage sur le noir. Parce que là, vous en tirez une leçon. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, je ne suis pas dans une exposition, c'est dans son atelier. Dans son atelier. Et donc Soulage peint des immenses toiles noires qu'il appelle l'outre noir. Et c'est vrai que la toile est noire, donc c'est noir. Mais je me rends compte que lui, il fait déplacer la toile par son appariteur, et à un moment, ce qui me paraissait noir devient brusquement lumineux. Vraiment, lumineux. Et c'est une question d'exposition, c'est ce qu'il met dans sa peinture, qu'il faisait lui-même. Et je me suis dit, mais ça, c'est une allégorie incroyable à ce qu'on vit. On voit notre situation. On pourrait la décrire comme vous l'avez fait au début. C'est plutôt noir, sombre, terrible. Et si j'ai titré mon livre « Réinventer les aurores », c'est parce que je pensais à un poème d'Apollinaire qui disait « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores. Et tournons-nous des soirs, mais vivons les matins. » Voilà ce que dit Apollinaire. Cette capacité à retrouver toujours de la lumière, même dans ceux qui pourraient nous inquiéter. Dans ce livre, à la fin, dans la conclusion, je cite une chanson que j'aime beaucoup de Leonard Cohen, dans un titre qui s'appelle « Anthem ». Il dit « Forget your perfect offering » oublie tes rêves de perfection absolue. There is a crack in everything. Il y a une faille dans chaque chose, but it has the light that in. Mais c'est par là que la lumière passe. C'est par là que la lumière passe. Dans ces failles, ces infractuosités, dans les imperfections de nos vies. C'est là que la lumière passe parce que on voit d'abord ce qu'on doit apprendre à refaire. J'en ai vu l'illustration. Quand vous faites de la tôlerie, par exemple, vous avez une toile et vous la posez sur un plan droit.
Et vous vous rendez compte, si vous voyez passer de la lumière, c'est que c'est pas complètement droit. Et donc vous devez encore abraser le métal pour essayer de trouver une... Ce que vous expliquez en fait, c'est qu'il faut utiliser la force des failles. Oui. C'est le secret. Or, tout humain, et dans la Bible, Dieu promet à Abraham que sa descendance sera comme les grains de sable de la mer, Kechol Hayam. Pourquoi pas que les grains de sable tout court? Parce que les ingénieurs importent, vous entendez bien, importent du sable pour construire les immeubles de Dubaï, parce que le sable du désert est abrasé par le vent, il est totalement lisse, et il ne peut pas se coaguler avec les autres. Or, le grain de sable de la mer, lui, a des protubérances qui permet de s'engrenailler avec les autres. Merci beaucoup, M. Ramachaim Corsia. Voilà, c'était le grand oral ou la force des failles. À très bientôt sur iConté France.